mes amis, nous sommes le 3 juin et je suis très heureux de passer cette journée avec Sophie Delamotte, dame Delamotte, puisque nous faisons cette interview. Et ce soir, nous passons la soirée ensemble. Première nouvelle. J'ai passé un coup de téléphone à ton mari pour le prévenir. Mais si, puisque nous faisons, on va en dire 3 mots tout de suite, nous faisons le bureau, l'Assemblée Générale exceptionnelle, extraordinaire de Rester Libre, puisque tu vas devenir délégué général de Rester Libre et tu vas défendre la théorie sur laquelle on reviendra, mais le courrier plus qu'une théorie. Du stakeholders, puisque je suis... Un excellent projet, c'est davantage qu'une théorie. Et donc, vous le savez, moi je crois que la France se rebâtira en étant non plus une France de salariés. Et je vais faire cette semaine ma vidéo « Pourquoi le salariat est une forme d'esclavage ». La France se libérera, se relèvera, redeviendra un grand pays si elle redevient un pays de fondateurs, et spécialement de fondateurs d'entreprises. Mais pour qu'elle redevienne un pays de fondateurs d'entreprises, il faut qu'on arrête de matraquer fiscalement tous ceux qui prennent le risque de créer une entreprise. Puisqu'on va le rappeler, je lis très souvent des commentaires à 3 balles. C'est oui, mais le patron, il se contente de voler la plus-value des salariés. Alors, un patron fondateur fait un peu plus que voler la plus-value des salariés, il prend des risques personnels. Oui, c'est surtout ça, c'est la prise de risque qui est la clé de tout. Et il se jette à l'eau dans une vie où il n'a plus de fiche de paye en se disant... On croise les doigts pourvu que ça marche. Et il y a plein de gens qui pensent qu'être chef d'entreprise, ça demande un talent. Alors, c'est en partie vrai, mais ça demande surtout beaucoup de chance. Et puis, voilà, il faut croiser les doigts. Et d'ailleurs, tous les grands serial entrepreneurs de France disent qu'ils... 9 des 10 entreprises qu'ils ont créées dans leur vie, ou sur 9 entreprises sur 10 qu'ils créent, il y a 9 échecs. Et qu'en réalité, pour qu'une entreprise marche, il faut en rater beaucoup. Et ça, cette prise de risque-là, c'est important dans la vie, c'est une condition pour Mais je crois qu'il y a d'ailleurs une réflexion à avoir sur l'échec. Dans l'éducation européenne et principalement française, l'échec est très mal vu, alors qu'en fait, l'échec est très créatif. Alors, c'est la même chose que je ne prononce pas une phrase en anglais parce que j'ai peur de faire des fautes. Alors que nous, les Francs, nous, les Liégeois, nous faisons des fautes aussi en français, ça ne nous empêche pas de parler français, quoi, sans complexe. Et donc, c'est la différence entre les Liégeois et les Français, c'est que nous n'avons pas de complexe à être nuls. Ça doit être dans la couche de crème chantilly au-dessus du Liégeois. Ah, je dirais le fromage fondu, parce que la chantilly, c'est déjà... Bon, allez, trêve de plaisanterie. Fais-nous 3 infos. On va parler de fast fashion et d'influence de lobbying étranger sur les lois françaises. On va vous en parler, Sophie va vous dire de quoi il s'agit. Mais avant, on a 3 annonces d'intérêt général à faire sur l'état du débat parlementaire en France. Oui, tout à fait. C'est en fait refaire le point sur 3 émissions qu'on a faites dans les 2 derniers mois. Les zones à faible émission, qui étaient dans le texte sur la simplification économique. Donc c'était assez attendu, il y a eu pas mal de battage médiatique, notamment il y a Alexandre Jardin qui s'est un peu approprié le débat, même s'il n'a pas fait grand-chose. Mais ça a été... Je la coupe, je sais qu'on va m'en vouloir, mais Alexandre Jardin, Jean-François Barnaba, que j'ai interviewé la semaine dernière, qui a été publié, longue interview d'1h30 sur la face cachée, les secrets des Gilets jaunes. Jean-François Barnaba parle du rôle d'Alexandre Jardin et sa manie de dire c'est moi qui l'ai fait. Sur les Gilets jaunes, il a déjà fait la même chose. Voilà. Mais j'aime bien Alexandre Jardin, je le salue. Alors il a été très efficace comme pour faire le bruit de fond. Clairement, il n'était pas dans l'hémicycle, il n'est pas élu. Et les députés n'ont pas attendu Alexandre Jardin pour agir. Et donc, en tout cas, à la faveur d'un amendement, ils ont réussi à faire tomber les zones à faible émission. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas des voitures électriques, qui n'ont pas les voitures dernier cri qui coûtent de plus en plus cher, pourront continuer à aller plus que... C'était combien? On avait droit à 1 fois par semaine, donc 52 fois par an. Donc j'ai pas le permis, j'ai même pas suivi, t'imagines? Tu es tout à fait légitime pour parler du sujet, du coup. Non, mais moi, Non, voilà. En tout cas, on va pouvoir continuer à aller dans les 25 ZFE,
même si on n'a pas la voiture dernier cri et si on ne s'est pas endetté pendant 10 ans pour acheter une voiture dernier cri. Donc ça, c'était le premier point. Agnès Pannier-Runacher dit que c'est une honte. C'est surtout parce que c'est entre autres grâce au Rassemblement national que le vote est passé. Donc en tout cas, le système est totalement paniqué parce qu'on a enfoncé un coin dans leur dispositif anti-populaire. On a cassé l'entre-soi de ces gens-là. Second point, la loi Duplon n'est pas passée. C'est passé sans être passé en fait. Ça n'a pas la loi été... Duplon, c'est sur l'agriculture et notamment l'interdiction d'un certain nombre de... Enfin, la réautorisation d'un néonicotinoïde qui s'appelle... En fait, je ne sais plus quoi. L'acétamipride. Le propos de cette loi, c'était en réponse à la crise des agriculteurs de l'an dernier, sachant que la loi d'orientation agricole du gouvernement ne répondait à aucun des sujets qui avaient été pointés par les agriculteurs. La loi Duplon visait à faciliter le métier d'agriculteur. Comme disait Pompidou, arrêtons d'emmerder les Français. Donc là, c'était l'acétamipride. C'est un néonicotinoïde, mais d'un usage totalement commun, puisque c'est ce qui est sur les colliers à puces de nos chiens et chats. Donc franchement, ça serait cancérigène, ça serait gravissime pour la santé, on le saurait déjà, et on arrêterait de le mettre dans les colliers anti-puces. Là, le débat a été totalement confisqué par les écolos et même par Agnès Pannier-Runacher, qui n'hésite devant rien, pour dire que c'était un tueur d'abeilles. C'est totalement faux. Et c'est surtout que les autres pays autorisent l'acétamipride. Résultat, les agriculteurs français, européens et extra-européens, en particulier la Turquie, qui nous inonde de cerises, d'abricots et autres, traités à l'acétamipride. Donc il n'y a plus que les agriculteurs français qui sont en fait empêchés dans tout ce qu'ils voudraient faire. Il y avait aussi le sujet des retenues d'eau, les retenues d'eau hivernales qui permettent d'irriguer pendant l'été. Donc les écolos ont hurlé. Résultat, le texte en commission avait été tellement dénaturé que c'est une manœuvre politicienne, on est d'accord, mais en même temps, les institutions prévoient le cas. Le rapporteur, qui s'appelle Julien Dive, qui est un député des Ardennes républicain, a défendu une motion de rejet de son texte en séance pour qu'il ne soit pas discuté en séance et pour qu'on ne soit pas embêté par les 3500 amendements déposés par les écolos et la France Insoumise. Qui aurait obstrué la loi. Totalement. Et du coup, le texte qui va passer, on est dans le cadre de la navette parlementaire, donc le texte avait été voté au Sénat, il n'est pas voté à l'Assemblée, donc il revient à la version initiale votée par le Sénat, donc une version acceptable par finalement beaucoup de gens autour de la table, sauf les écolos et la France Insoumise. Et du coup, en commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs, il y a un certain nombre de choses qui devraient pouvoir être votées. Alors le gouvernement s'étrangle un peu, notamment Agnès Pannier-Runacher. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, est un peu tenue parce que c'est une proposition de loi LR. Elle est censée appartenir à ce parti-là, même si elle est ministre de Macron. Donc en tout cas, on devrait arriver à une version acceptable, à la fois politiquement, et qui devrait quand même répondre à un certain nombre d'attentes des agriculteurs. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je n'ai pas encore la date de la commission mixte paritaire, mais globalement les choses se présentent assez bien, en tout cas avant le 30 juin, dans le mois qui vient, cette proposition de loi donc d'initiative sénatoriale devrait être votée. Troisième point, euthanasie. Alors même si ça a été renommé aide à mourir pour ne pas rappeler les heures les plus sombres de notre histoire, ça n'empêche. Une chanson de Francis Cabrel. Ça n'empêche que ça parlait bien de ça. Donc il y avait 2 propositions de loi, je vous rappelle. Il y avait une proposition de loi sur les soins palliatifs. Alors ça a été voté à l'unanimité, mais en fait ça ne veut rien dire parce que
Le sujet, ça existe depuis 15 ans, les soins palliatifs. Le vrai sujet, c'est quels sont les moyens budgétaires mis derrière. Donc on va voir à l'automne, au moment du vote du budget, combien ils mettront pour renforcer les soins palliatifs et permettre à ce que les 20 et quelques départements qui ne proposent toujours pas de soins palliatifs aient enfin les moyens pour former des médecins, des soignants et offrir des lits de soins palliatifs aux patients pour répondre vraiment aux angoisses des personnes en fin de vie, qu'elles soient âgées ou non d'ailleurs, puisque ça peut concerner aussi des enfants et des adolescents. Et d'autre part, il y avait un texte dit d'aide à mourir, alors soit de suicide assisté, soit carrément de... Est-ce qu'on peut dire un truc Non, mais surtout dis-le vite, parce que tu es en train de refaire par la troisième fois le débat. Je l'adore, mais elle... En tout cas, la seringue, avec le produit ad hoc pour accélérer les choses, ça a été voté seulement à 54%, alors qu'ils nous disent que c'est soutenu à 80% par les Français. Donc là, la majorité n'a pas été si évidente que ça. Donc là, ça part au Sénat. Clairement, quand on voit les réactions, c'est quand même un choc civilisationnel. Il y a beaucoup de sujets qui crispent les Français, entre autres, et moi je retiendrai ça, les pharmaciens qui n'ont pas la liberté de conscience, même si l'ordre a accepté qu'il n'ait pas la liberté de conscience là-dessus, mais il y a des pétitions, donc c'est pas si évident que ça. Donc on va voir. C'est pas une loi consensuelle. Non, c'est loin d'être consensuel, alors qu'ils voudraient nous faire croire que ça l'est. Parce que finalement c'est une solution de facilité pour répondre à la douleur plutôt que d'investir sur le vrai traitement de la douleur et sur le vrai accompagnement humain. Moi je pose une question, c'est aujourd'hui avec cette loi, est-ce que les industries de santé et de manière générale la recherche médicale, est-ce que ça vaut la peine de continuer à investir dans l'innovation? Alors... Ne refais pas le débat. C'est plus pour qu'elle on parle d'un sujet. Tu sais comment on dit en wallon? Dis-moi. Tu ramdeilles comme une vie. Sans doute. Pour ceux qui parlent wallon. Bon. J'ai appris le wallon, moi, madame. Oui. Alors. On va parler de mode. Alors, selon Bayrou, c'est un sujet de bonne femme. De bonne femme. C'est pour ça que tu es là. Non, mais la mode. Bon temps où on pouvait faire de l'humour machiste. Non, mais maintenant, vous avez vu, la mode pourrait être un sujet masculin, mais. Bon, moi, attends, j'ai fait pire. Hein. Tu m'as pas vu ce week-end. La question, c'est est-ce que la mode est quelque chose de fast, comme on dit en bon français, ultra fast, ou est-ce que la mode est quelque chose de durable? Et pour moi, tout le débat est autour de ça. Alors moi, j'aurais fait un débat sur le protectionnisme. Mais donc, rappelle d'abord en quoi... Oui, mais en fait, tu retombes sur le protectionnisme en parlant de ça. Pour toi, il y a plein de gens qui ne savent pas de quoi tu parles. Je fais la même leçon qu'hier à Édouard, où vous rentrez dans les détails et les gens disent mais de quoi il parle? C'est quoi cette histoire de loi fast fashion? Alors c'était une proposition de loi d'une députée du groupe Horizon, donc le groupe d'Édouard Philippe, lors de ce qu'on appelle la niche parlementaire du groupe Horizon. C'était en mars 2024, donc avant la dissolution. Ça a été voté à l'unanimité en mars 2024, donc du coup ça a survécu à la dissolution, contrairement à d'autres propositions de loi qui n'ont pas été du tout discutées en hémicycle. À l'unanimité, ça voulait dire qu'ils étaient assez confiants sur la suite de la navette, mais comme il y a eu pas mal de temps, les lobbies, et en particulier le lobby d'une société chinoise qui s'appelle Shine, a eu le temps de se mettre en place. Et c'est là où on peut se dire que le débat a été en grande partie faussé. Alors, dis-nous, traduis-nous en français. Shine, fast fashion, ça veut dire quoi fast fashion? Et en quoi c'est gênant qu'il y ait de la fast fashion? Et pourquoi les parlementaires ont-ils décidé de réglementer la fast fashion? Alors, plus que fast fashion, c'est même ultra fast.
C'est-à-dire que ce sont des... Alors Shine est le plus emblématique, mais il y a aussi Temu et quelques autres. Toutes les semaines, ils ont des nouvelles collections. Alors que la mode, historiquement, il y avait une collection printemps-été et une collection automne-hiver. La vraie mode. T'es né au XXe siècle, toi. 3 mois avant toi. Il y avait des dinosaures dans la rue quand tu étais enfant, non? Oui, oui. Non, mais la vraie mode, c'est ça. La mode, et d'ailleurs la France est le modèle, c'était la haute couture qui, avant l'époque de ce qu'on appelle le prêt-à-porter, la mode, c'était la haute couture, et c'est eux qui ont posé les standards. Si on revient à l'époque d'Henri IV, on n'est pas rendu. Hein. C'est eux qui ont posé les standards, mais d'une mode créative et d'une mode durable. Puisque aujourd'hui, des robes, des tailleurs de Chanel, Dior, des années 50-60, sont des objets de luxe qui font l'objet de ventes aux enchères. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, les gens les achètent et les achètent pour les porter. On est passé au prêt-à-porter, certes, mais en même temps, dans des matériaux de qualité. Le modèle qui a été mis en place, notamment par les Chinois d'abord, il n'y a plus de boutique, on est uniquement dans du commerce en ligne, et toutes les semaines, il y a des nouvelles pièces. Alors, pas forcément en grand nombre, un peu comme faisait la haute couture, mais ça, c'est un peu le... J'ai envie de dire, c'est pour créer l'envie. Mais le modèle, c'est justement, c'est toutes les semaines, on suscite l'envie pour passer à l'acte d'achat. Et du coup, c'est des tenues que les gens, on va dire les femmes, ok, si ça te fait plaisir, les femmes portent. Il y a plus de modèles femmes chez Shine que de modèles hommes. Tu vas me dire, plus personne sait qui porte des tenues femmes de nos jours, mais a priori, j'ai le droit, c'est une blague. Mais c'est quand même plutôt la des question, tenues de femmes. C'est est-ce qu'une tenue qu'on achète, alors même si c'est pas cher, est-ce que c'est fait pour être porté une fois ou est-ce que c'est fait pour être reporté? Dans les chiffres qui ont été donnés, moi j'avais retenu que c'était porté en moyenne 65 fois puis jeté. Alors, moi j'ai vu des chiffres bien inférieurs. Il y a eu une guerre de propagande assez marrante autour tout à de fait. ça. Sachant que Shine, ils sont passés en 2023 de 25 000 € de dépenses d'affaires publiques à 200 000 en 2024. Et je ne sais pas quels vont être leurs chiffres pour 2025, mais clairement... Dis donc, Bernard Spitz, il fait des petites factures maintenant. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive? Parce alors, tu vas en parler, mais ils ont quand même pris des cadeaux. Exactement. Leur prix habituel était beaucoup plus élevé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est les premiers qui en fait montrent leur dessous. C'est normal, on parle de mode. Elle était facile. J'allais dire, c'est sous la ceinture. Elle était facile. Non, mais c'est qu'ils ont été les premiers à aller sans complexe sur le terrain des affaires publiques, donc on recrute des anciens ministres. Donc, notamment... Ou des joueurs de foot, enfin l'équivalent des grands joueurs de foot de Ligue 1. Christophe Castaner, je te rappelle que Castaner, c'est une marque d'espadrilles. Et c'est aussi le patron du port de la Société du Mont Blanc, je crois maintenant, ou du port de Marseille. J'hésite. En tout cas, il a eu des fromages de la part de Macron. Quoi, tout à fait. Rémunéré. Nicole Gage, qui a été vaguement secrétaire d'État en charge des droits humains, il me semble. Donc Bernard Spitz. Qui a été patron de la Fédération des sociétés, mais qui est en réalité, il est surtout connu pour avoir été le fondateur des GRAC, dont Éric Lombard, ministre des Finances, était trésorier. Et du coup, ça a été la première société à investir autant dans les affaires publiques pour orienter la décision politique, alors qu'avant... Ça ne leur a pas porté chance. Non, clairement, puisque alors, 2 associations d'obédience écolo bien à gauche, dont les Soulèvements de la Terre, ont porté plainte devant la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique pour dire que ces recrutements ne répondaient pas aux critères de séparation entre l'action publique et l'action privée. C'est pas faux. C'est pas faux du tout.
Bon, le problème, c'est que ça vienne de ces gens-là, on sent, qui eux-mêmes, quand on parle de Greenpeace et autres, sans parler du lobby de l'éolien, n'ont pas ces pudeurs de jeunes filles vis-à-vis de la haute autorité de transparence de la vie publique. C'est beaucoup plus machiste que moi. Moi, je dirais, c'est une pudeur de jeune fille, je serais encore en correctionnel. Mais on peut dire Violette, si tu veux. Clémentine Autain et Sandrine Rousseau me dénonceraient. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a, sur un même sujet, on a d'un côté des horizons, un groupe horizon qui essaie de se faire une virginité écolo en disant nous on va défendre un modèle écolo, durable. Et français, comme tu l'as dit. Et français, c'était la mode française. C'était quand même voilà, de défendre les enseignes françaises. Voilà. Et de manière générale, d'être contre le modèle de la fast fashion, même pas ultra fast fashion, mais il y a aussi des enseignes françaises ou européennes, comme Zara, qui font... Alors, Zara, c'est tous les 15 jours, les collections. C'est pas une semaine, c'est tous les 15 jours. Mais on est quand même dans le même modèle. C'est quoi ça, Zalando? Zalando, c'est une marketplace. Voilà. Y a Mais les marketplaces Vinted aussi. Ou pas? Bah, justement, c'est la question. Et du coup, c'est plutôt, en fait, ce qu'il dénonçait, c'était un modèle de consommation où on achète de la mode comme on achète des yaourts ou comme... de la mode pas chère. De la mode pas chère. Parce qu'en réalité, chez Shine, tu as des vêtements à 10 balles. Même moins. Et donc, tu as des gens qui ont peu de moyens, qui font une garde-robe extraordinaire. Mais c'est justement ça. C'est le piège, c'est que Shine, notamment, a fait depuis un mois à peu près, parce qu'il savait que le texte, il avait été voté en commission au Sénat fin mars, et on n'avait pas encore la date. Alors ça a commencé hier au Sénat, le 2 juin, et ça devrait être voté le 10 juin. Depuis un mois, Shine a lancé une communication à outrance sur le thème « La mode n'est pas un objet de luxe, la mode est à tout le monde ». Donc en essayant, et c'était notamment Christophe Castagnère qui était chargé de porter ce sujet-là, on est sur la défense du pouvoir d'achat des classes populaires. Donc ça, c'est de la manipulation. Non, mais parce qu'il faut en le même redire. temps... Attends, moi, je vais faire la présentation de la loi. C'est une loi qui fait du protectionnisme normatif, c'est-à-dire que, sous couvert d'écologie, on est d'accord. On veut protéger l'industrie textile française contre la concurrence chinoise qui se fait à des prix... avec, paraît-il, des gamins qui travaillent 75 heures par semaine. Il y a le travail des enfants. Pour faire des vêtements. Et il y a la question des produits chimiques qui sont employés, notamment dans les teintures des vêtements. Donc, je n'ai aucun doute là-dessus. Simplement, il se trouve que c'est comme toujours. Il y a plein de gens en France, et je le vois chez les souverainistes, qui disent « Ah, le protectionnisme, c'est bien. Ah bah, l'esclavage par les Chinois, blablabla. » Et quand on regarde leur panier, je suis désolé de le dire, mais vous n'êtes pas forcément les gens aussi bien que vous imaginez être. Quand on regarde comment ils s'habillent, on se dit, mais toi, tu as quand même acheté tes fringues chez Shine. Pas tous, tout le monde ne fait pas ça. Mais il y a énormément de gens qui sont pour le protectionnisme, contre blablabla, et qui sont les premiers à aller acheter des produits agricoles pourris ukrainiens chez Lidl, et qui achètent des fringues dégueulasses chez Shine. Et c'est quand même le sujet qu'on a, c'est qu'il y a ce que les Français se racontent sur « nous sommes des gens très bien », et il y a la réalité de leur pratique, c'est que beaucoup, pour continuer à avoir le sentiment de vivre bien, ils ont besoin, et je ne juge pas, moi je comprends ça, moi je viens d'un milieu de pauvres, donc moi-même je vais vous faire une confidence, j'adore aller sur le site Shine, parce que je trouve qu'il y a des vêtements extraordinaires, voilà. T'as déjà fait Shine? Jamais. Ben, moi j'ai déjà fait Shine, pas pour moi, pour mes nombreuses copines. Et donc, le problème de Shine, c'est qu'on trouve des fringues que moi je trouve absolument inouïes, mais 9 fois sur 10, c'est taillé n'importe comment, ça ne ressemble à rien. Et les gens envoient. Voilà. C'est le vrai sujet. Mais ça coûte 5 balles. Oui, mais dans ce cas-là, il y a un autre modèle de consommation qui est possible aussi pour tout ce qui est ameublement et décoration, qui est le modèle de la seconde main de qualité, c'est-à-dire notamment dans les salles des ventes où il y a tout ce qui est vêtements vintage, où tu as des vêtements de qualité pour des prix
inférieur au prix de ce que tu trouves en boutique. Oui, mais tu comprends bien que là, tu vois, j'étais à Abbeville ce week-end. Il y a une salle des ventes près d'Abbeville, elle se trouve à Doulin. Excellent. Excellente, que tu connais. Mais en dehors de ça, personne à Abbeville ne va aller faire 50 km pour s'acheter des fringues des années 30. Les gens, ils achètent, ils sont sur Internet. Je vais la ramener, mais on le sait très bien. Plein de gens nous expliquent que nous sommes des gens bien, mais ils sont quand même un tout petit peu avachis. Moi, je le dis parce qu'à Abbeville, j'habite dans le centre historique d'Abbeville. J'ai des voisins qui prennent la voiture pour faire 100 mètres pour aller s'acheter des clopes. Et là, tu te dis, mais attends, moi qui n'ai pas le permis, je fais tout à pied. Les mecs, ils te disent, non, je prends la voiture. Bon. Donc, ces gens-là, tu te doutes bien qu'ils vont préférer aller sur Internet pour acheter des fringues à 10 balles chez les Chinois, plutôt que de faire 50 km pour aller une fois par semaine il y a tout un à la vente aux enchères. Il y a tout un effort de réflexion à faire sur les habitudes de consommation. On est entièrement d'accord. Avant de parler justement de souveraineté, il y a une réflexion à faire sur les habitudes de consommation et qu'est-ce qui est le mieux à la fois pour le budget et pour l'économie française et enfin pour l'environnement, sans parler de l'environnement de la planète, mais ne serait-ce que l'environnement de manière générale. Et est-ce que les habitudes de consommation, mais qui ne sont pas récentes, hein, c'est un modèle qui date des années 60-70, à un moment où il y avait encore un fort pouvoir d'achat, c'est la société de consommation. Est-ce que c'est un modèle durable et souhaitable? C'est un enchaînement, de mon point de vue, c'est une organisation sociale, c'est-à-dire que dans les années 60-70, comme tu dis, il n'y avait pas d'hypermarché, il n'y avait pas de supermarché. Donc... Mais c'est le début du prêt-à-porter. Voilà, mais on a oublié qu'à l'époque, pour faire ses courses, il fallait des heures et des heures. On faisait la queue dans des tas de magasins, il fallait attendre le tic, 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 alors que maintenant, c'est vrai que ces courses, on les fait en 1h30, on a tout rassemblé. Et on est débarrassé pour la semaine. C'est un autre monde. Je connais un maire qui allait dans les commerces locaux de sa petite ville et qui disait aux commerçants, mais de toute façon, ce que vous avez chez vous, moi je l'achète sur Internet. Le maire de la ville en question. Et qui ensuite est tout étonné quand les commerces ferment les uns après les autres. Donc on a vraiment une question d'habitude de consommation qu'il faut interroger. Ben oui, mais le truc c'est que là où moi je pense qu'il y a un vrai sujet sur Shein et sur Temu, c'est que je n'ai pas vérifié ce point, mais à une époque en réalité la Chine bénéficiait de la clause de la nation la plus favorisée sur les envois postaux. Et donc elle bénéficiait d'une concurrence déloyale puisque c'était moins cher d'envoyer des vêtements depuis la Chine vers l'Europe que depuis l'Europe vers la Chine. Alors c'est une des dispositions de la proposition de loi initiale qui était de mettre des droits de douane pour les colis inférieurs à 150 €, ce qui est le cas des colis Shein. Alors le colis de la grand-mère va aussi malheureusement en pâtir. C'est-à-dire les envois oui, tu veux dire en famille. En famille, ça va forcément en pâtir. Ben oui. Mais dans la pratique, on avait quand même ce sujet, c'est que les Chinois type Shein, mais type AliExpress aussi, oui. ont connu un essor parce qu'ils bénéficiaient de subventions ou d'aides au transport aérien pour les colis. Deuxièmement, on a quand même un sujet de fond, c'est qu'effectivement, il faut qu'on se positionne, c'est-à-dire qu'est-ce que l'industrie française, l'industrie textile, elle veut s'adapter au monde moderne ou pas. C'est un vaste sujet. La question, c'est est-ce qu'ils ont une offre alternative économique ? Parce que clairement, il y a le sujet du pouvoir d'achat en France et on ne peut pas passer à côté. C'est bien gentil de dire non, mais acheter français, c'est plus joli, c'est durable. Mais si la barre d'accès reste inaccessible au plus grand nombre, on ne va pas aller loin. Et d'autre part, et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant, la semaine dernière, la patronne de Tara Jarmon et Zappa, qui sont des marques françaises plutôt haut de gamme, fabriquées en France, a annoncé solennellement « Je quitte l'alliance
du commerce qui Donc nous le syndicat des commerçants. Le syndicat professionnel des commerçants et notamment qui regroupe tous les commerçants de la mode, le commerce de détail de vêtements, pour dire je quitte cette alliance qui ne nous a pas défendus. Parce qu'en fait, ils défendent le modèle Zara, donc c'est un Inditex espagnol. On reste sur le modèle en fait de la fast fashion. Il n'y a pas de modèle alternatif à la fast fashion. Et donc, ce qui est en train de se dessiner au Sénat, il y avait une conférence de presse que je n'ai pas suivie qui défendait la position de la Commission, c'est qu'en fait, on se contenait de s'attaquer à Shein, à Temu, au modèle ultra fast, mais sans remettre en cause le modèle de la fast fashion. Et donc, on sacrifie les marques françaises, certes haut de gamme, mais durables, comme Saint-James, Zappa, Taraja Harmon, qui sont... Le slip français. Voilà, qui sont des... On ne peut pas parler de haut de gamme, parce que le haut de gamme, ça reste quand même la haute couture, mais tout ce qui est vêtements français de qualité, qui jouit de l'aura, de la réputation de la mode française. Et donc ça, on les sacrifie au nom du pouvoir d'achat. On les sacrifie. Le syndicat professionnel des boutiques, on va dire ça comme ça, voilà, sacrifie les boîtes françaises pour défendre un modèle européen et des entreprises européennes. Avec l'accord tacite, en fait, des sénateurs français. Et la position du gouvernement, notamment de la ministre en charge du commerce, Véronique Louwagie, n'est pas très claire là-dessus. Mais parce que ça pose un vrai problème. C'est est-ce qu'au fond, c'est le problème du protectionnisme. C'est est-ce qu'il faut zombifier une industrie qui n'a pas d'avenir ou est-ce qu'il faut la pousser à s'adapter? Et plus on fait des normes protectionnistes, plus on retarde l'adaptation. Alors moi, je comprends bien la nostalgie des années, tout ce que tu disais, avec beaucoup de charme, oui. Mais qui sont un peu la naphtaline sur la mode française, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas réussi à conserver une clientèle populaire et classe moyenne. Ils n'arrivent pas à proposer des gammes pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils restent, sans doute plus ou moins inconsciemment, parce qu'ils ont une vision élitiste de leurs produits, ils restent sur du haut de gamme, de la classe moyenne supérieure. Et du coup, ils tombent un peu... Ils vont mourir justement de ce... Alors, moi, défaut-là. Je ferai sans doute une émission sur le textile. En fait, c'est un sujet qui me passionne. Tu es très chiffon, en fait. J'adore les chiffons. Et en fait, je regarde quand même, pas de très très près, mais je regarde un peu l'industrie textile en France. On a deux sujets en France aujourd'hui. C'est d'abord que on a renoncé à la filière depuis 30 ans. Ça veut dire que ça fait 30 ans qu'on accepte que le textile soit fait en Chine et plus en France. Oui, que ça soit externalisé. Et donc aujourd'hui, les entreprises de textile en France, il en reste. Alors je vais te contester sur ce point-là. Moi qui avais suivi les travaux du comité stratégique de filière textile, ils ont eu des projets extrêmement innovants les 5 dernières années, notamment sur la culture du lin et la culture du chanvre, qui sont des cultures très françaises, pour essayer de reconstruire un vêtement de qualité autour de ces filières-là. Je vais finir mon raisonnement. C'est qu'ils ont un premier problème, c'est que comme ça fait 30 ans qu'au fond, on n'enseigne plus le textile en France, il y a un vrai problème de qualification de la main-d'œuvre. C'est qu'en France, plus personne, on ne trouve plus d'ouvriers textiles compétents, ou alors très peu. Ou alors ils travaillent pour Hermès, pour LVMH. Oui, rappelle-moi, c'était quoi cette entreprise française de dessous féminin à l'époque de Sarkozy, Chantel? C'était Chantel, qui finalement est restée en France, mais a développé des activités en Tunisie. Et c'est le deuxième sujet de fond, c'est qu'effectivement, on peut faire le choix de faire du textile en France, mais si c'est du textile bas de gamme ou moyenne gamme, le coût du travail est tel que... Si on veut s'enrichir, je sais que plein de gens se disent les patrons sont des gros feignants qui fouettent des salariés jusqu'à extinction du dernier souffle. La réalité, c'est que les patrons, ils font 100 heures semaine et ils en ont ras le fion au bout d'un moment
de dire ah ben je fais très peu de marge, et dès que je fais une marge, il y a les impôts qui me tombent dessus. Alors que je vais en Tunisie, je fais de la marge et personne ne me fait chier. Et effectivement, on a ce sujet en France, il y a plein de gens qui achètent du shine en disant les patrons sont des salauds. Eh bien, vous avez ce que vous méritez à la fin, c'est-à-dire des usines qui ferment et des patrons qui se barrent à l'étranger. Tu as un autre sujet avec la mode, parce qu'on est à la limite du produit de luxe quand même. On est entre le produit de grande consommation et le produit de luxe. Ça dépend où. Et c'est là où la question du prix peut être aussi un argument de préférabilité. Typiquement, c'est la ligne de Lacoste. Oui, moitié d'ailleurs. Mais... Quitte à ce que ça soit d'ailleurs devenu un produit pour une clientèle très particulière de banlieue et moins une clientèle élitiste. Je ne suis pas sûr que Lacoste fabrique tout en France d'ailleurs. Hein. Non, ils ont sous-traité une partie. Mais typiquement, des gammes comme Tara Jarmon ou Zappa, on est sur du moyen haut de gamme où ils essaient de faire des choses accessibles, mais où l'argument du prix reste quelque chose de désirable. C'est-à-dire que c'est avoir de la mode, mettre le prix, ça fait partie de la désirabilité du bien. Enfin, Tara Jarmon, c'est quand même... c'est ni Zara, ni Massimo Dutti, qui est la marque de luxe de Zara. C'est encore une étape au-dessus. Donc, c'est quand même très fermé comme marché. Oui, mais en même temps, c'est un critère d'attractivité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va attirer. Le sujet de l'industrie française, dans le domaine du textile, c'est qu'elle ne peut être positionnée que sur du haut de gamme si elle veut fabriquer en France. Oui, mais du coup, est-ce qu'elle cesse d'être populaire pour autant ? Oui, crois-moi, oui, mais ça veut dire, si on suit ta logique, ça veut dire que les classes populaires, si elles veulent s'habiller pas cher, c'est forcément dans du prêt-à-porter non français. Ou on arrête la sécu. Voilà. Non mais c'est le sujet de fond, c'est-à-dire que on pourra faire vouloir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, beaucoup de protection sociale, des prix pas chers sur des produits fabriqués en France, ça n'est pas possible. Si on veut des produits pas chers, il faut expliquer que les producteurs en France ne sont plus protégés comme avant. Si on veut garder la protection, moi ça ne me gêne pas, les usines partiront, point. Il n'y a pas de recette miracle. Ou alors tu fais comme moi, dans une démarche de chineuse, c'est-à-dire que tu vas sur du vintage et t'achètes du Hermès, t'achètes du Saint-James. Mais moi j'ai pas de problème là-dessus. Voilà, c'est comme ça que j'ai habillé mes enfants. Non, et le compromis, il n'est pas sur le prix, il est sur la qualité. Mais tu ne peux pas dire que tu incarnes la ménagère française ordinaire, Sophie. Mais j'aimerais. Je ne le pense pas. Simplement, je repense à Abbeville. Si je vais au marché d'Abbeville le jeudi, c'est là où il y a le plus de monde. C'est là qu'il y a des vêtements. Je vois les vêtements qu'on vend sur le marché d'Abbeville, mais j'ai plein d'autres villes en tête qui me viennent. Je suis d'accord avec toi. J'ai fait le marché d'Angers, le marché de Dijon, c'est pareil. C'est pas les plus petites villes, mais tu vas dans la ville française ordinaire, on va dire ça comme ça. Tu vas sur le marché, tu vois les gens qui achètent des fringues sur le marché. C'est pas des gens qui vont faire du vintage. Voilà. Oui, mais en même temps, est-ce que tu as déjà vu toutes ces vidéos de Lina de la France des années 50-60 ? Les gens n'étaient pas vêtus de pauvres bêtes, de peau de bête. Ils étaient extrêmement bien habillés. Les ouvriers, notamment le dimanche, le dimanche étaient en costume cravate. En semaine, ils étaient en bleu de travail. Globalement, les Français étaient beaucoup mieux habillés, toutes classes sociales confondues. À l'époque, ils avaient un costume. Oui, peut-être, mais qui faisait durer. Oui, mais enfin, la différence est là. Je revois ma grand-mère qui était née en 1899 et qui a vécu pendant 30 ans à côté de son poêle à charbon. Dans la banlieue de Liège, elle avait 2 robes et elle avait une espèce de tablier à fleurs immonde. Je salue ma grand-mère de là où elle est, mais c'est vrai que les gens vivaient chichement d'un point de vue vestimentaire. Mais avec des produits de qualité. Non mais toi, je fais confiance aux enfants de prolo.
c'est beaucoup plus nuancé que ce que tu dis. Voilà. Et je renvoie ma mes tante... arrière-grands-parents et bisaïeuls étaient tout ce qu'il y a de plus prolo, belges également, ou polonais. Et effectivement, quand on revoit les photos, ils étaient capables d'être très bien habillés avec des vêtements de qualité, mais ils n'avaient pas tellement de tenue de rechange. Pas de rechange, voilà. Ce qui est le problème d'aujourd'hui, c'est est-ce que pour être heureux aujourd'hui, on a besoin d'avoir 60 changes par mois? Sachant qu'il n'y a jamais que 30 jours, on peut se changer 2 fois par jour, je suis d'accord. Le problème n'est pas d'être d'accord ou pas, le problème c'est d'expliquer aux gens qui, en plus, je te le redis, donnent des grandes leçons de vive la souveraineté, le machin, le truc, etc. On dit, bon, ben, vous faites quoi comme effort? Ah non, mais les efforts, c'est les autres qui les font, parce que moi, je suis au bout de ce que je peux faire. Et je le redis, je sais que c'est très impopulaire chaque fois que je le dis, mais il y a plein de gens qui se convainquent qu'ils ne peuvent plus faire d'efforts tellement c'est dur. Et tu regardes le nombre de téléphones portables qu'ils ont, les postes de télévision qu'ils ont. Moi, je me souviens. Moi, j'aurais jamais un poste de télé comme ça. Quoi. Je me souviens très bien quand mes enfants étaient en âge scolaire, et notamment primaire, ils étaient les seuls à ne pas avoir de survêtements déjà pour aller en classe, et encore moins de survêtements de marque. Moi, j'achetais ça chez Decathlon parce que voilà. Mais par contre, mes enfants avaient des vêtements de qualité achetés en seconde main, mais effectivement, les autres familles, toutes classes sociales confondues, se faisaient fort d'habiller leurs enfants uniquement en habits de marque, et de marque finalement sous-traités dans le tiers-monde parce que ça coûtait effectivement moins cher, même si eux payaient ça assez cher. Donc, il y a la question de la marque, c'est un sujet récurrent quand on parle de l'éducation nationale, c'est quand on parle éventuellement de la mise en place de l'uniforme, il y a des familles qui se ruinent à habiller leurs enfants avec des vêtements de marque, qui pour autant ne sont pas fabriqués en France. Donc c'est là où il y a un vrai sujet politique. Puisque c'est comme ça, je vais conclure. Conclue. Je suis très content d'avoir cette discussion de chiffonnière. Et tiens, je vais faire une remarque pour je ne sais plus quel Playmobil barbu qui me diffame régulièrement. Il faut savoir assumer sa part de féminité. Et donc, c'est une blague. Donc je vais quand même conclure. Je n'assume pas du tout ma part de virilité par contre. Ça, c'est pas ce que m'a dit ton mari. Bon, alors donc celle-là aussi elle est faite. Et donc, il m'en voudra pas, j'espère. Je crois qu'en réalité, c'est comme d'habitude, je vais encore faire râler les souverainistes estampillés gauchos, c'est le marché qui va nous sauver. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir de l'innovation profonde dans le concept même de mode. Et je pense que dans 10 ans, la mode ne ressemblera plus à ce qu'elle est aujourd'hui. Et l'espèce d'excès que tu dénonces, à mon avis, on va rentrer dans un autre modèle beaucoup plus vite qu'on ne croit, et je m'en félicite. Mais justement, moi j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter dans le cadre du Conseil national de l'industrie avec les grands acteurs de la filière textile, et une entreprise française comme Aigle est complètement dans cette logique-là. C'est qu'ils veulent se démarquer par le jeu du marché sur des vêtements exceptionnels mais abordables, notamment avec des fibres naturel, historique, comme le lin et le chanvre. Le chanvre, je ne sais pas si tu as déjà vu, c'est au musée du Clos Lucé, la maison de Léonard de Vinci, il y a une chemise en chanvre de Léonard qui est comme neuve. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut réinventer la mode avec ce genre de matière fabriquée en France, cultivée en France, où on aura toute la filière en France, et avec un vêtement abordable. Eh bien écoute, allez au Clos Lucé. Ceux qui aiment la mode ancienne, très ancienne, allez aussi à l'église de Saint-Ignace de Loyola, à la Jésus, à Rome, puisqu'il y a la tunique de Saint-Ignace de Loyola. En chanvre ? En chanvre. Et c'est comme neuf. C'est magnifique, et je trouve ce moment, j'adore aller à Rome pour voir, parce que tu sais que j'adore les jésuites. Et ça m'étonne pas de toi. Si Dieu m'avait choisi, j'aurais été jésuite. Bref, allez, trêve de plaisanterie. On se retrouve mardi prochain avec Sophie. On reparlera entrepreneur, puisque je suis très heureux que tu nous rejoignes sur la défense
des entrepreneurs, on en parlera dans une émission à part. Demain, Stratégone sur le courrier des stratèges. On parle de l'effet de l'opération Toile d'araignée de Zelensky sur le potentiel stratégique de l'armée russe. Jeudi, Ulrike Rexner. Et puis sans doute encore une ou deux surprises cette semaine. À bientôt, mes amis. À très bientôt.